Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. C'est une histoire qui serre le cœur. Une histoire d'amour, de peur et de force. Maëlys et Jérémy nous racontent le chemin bouleversant qu'ils ont parcouru depuis la naissance de leur petit Diego, aujourd'hui âgé de 5 ans, atteint d'une forme courte de la maladie de Hirschsprung. Maëlys a traversé une grossesse sous haute surveillance, marquée par une allo-immunisation qui l'a épuisée physiquement et moralement. Pendant des semaines, elle a vécu avec la peur au ventre, jusqu'à ce moment où, enfin, Diego est né, plein de vie, plein d'espoir. Elle croyait pouvoir respirer. Mais à peine 24 heures après sa naissance, tout s'effondre. Le diagnostic tombe, brutal, inattendu, la maladie de Hirschsprung. C'est le début d'un combat de chaque jour, d'un parcours semé d'incertitudes, de larmes, de colère, mais aussi d'un amour inébranlable. Dans cet épisode, Maëlys et Jérémy se livrent sans phare. Ils racontent leurs disputes, leurs peurs, mais aussi leur solidarité. Et surtout, ils nous parlent de Sacha, leur fille, cette grande sœur au cœur immense, qui fait preuve d'une force incroyable face à la maladie de son petit frère. Un épisode qui remue, qui fait pleurer, mais qui redonne foi en la puissance de la famille, en la résilience et en la tendresse qui survit à tout. Alors, on va accueillir aujourd'hui donc Maëlys et Jérémy Diaz-Ortega, aujourd'hui qui vont nous parler donc de l'histoire de Diego, leur enfant. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par parler un petit peu donc de l'histoire de Diego qui est atteint d'une forme courte. Donc on va reprendre tout le chapitre depuis la grossesse. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser donc vous présenter chacun votre tour et surtout qui est votre famille et d'où vous venez. Alors moi c'est Maëlys Diaz-Ortega, je suis la maman de Diego qui a bientôt 5 ans et Sacha 7 ans. Et donc mariée à Jérémy. Et on vient de Gand. Bonjour, alors moi c'est Jérémy Diaz-Ortega. Tout a été dit juste avant. Donc je suis le papa de Diego qui a une maladie, la maladie de Hirschsprung et qui a une version courte de la maladie. Voilà. Et donc Gand se trouve dans le 64, dans le sud de la France. Oui, au sud de Pau. C'est bien ça. Alors, pour commencer, raconte-nous un petit peu. Donc, c'est votre premier enfant, c'est votre deuxième enfant, c'est ça, c'est le deuxième, Diego. Diego, hein. c'est le deuxième, ouais. C'est le petit frère. Petit frère. Alors, comment s'est passée la grossesse explique-nous tout. Alors, Diego, c'est le petit deuxième. On avait déjà une grande fille qui nous avait pas préparé à ça, parce que Sacha, ça a été l'enfant, tu sais, l'enfant modèle. L'enfant modèle, l'enfant rêvé qui a fait ses nuits à 2 semaines, qui a jamais été malade, tout ça. Et donc, je suis tombée enceinte de Diego. Les premiers mois se sont très bien passés. J'étais moins malade que pour Sacha. On était très heureux de savoir qu'on avait un petit garçon. Et le choix du roi. Voilà, le choix du roi. Et en fait, au bout de 5-6 mois de grossesse, je sais plus, j'ai fait un rejet. 5 mois. 5 mois de grossesse, on apprend que je fais en fait une allo-immunisation. Alors une allo-immunisation, c'est quoi ? C'est ton corps, c'est un échange sanguin entre le bébé et toi qui n'a pas lieu d'être. Et ce qui complique la chose, c'est quand les parents n'ont pas le même rhésus, donc ce qui est le cas pour nous. Et donc en fait, mon corps a identifié le Diego comme un étranger. Donc a créé des anticorps contre Diego. Donc ça a été une grossesse qui à partir de là a été surveillée. Donc il fallait partir toutes les semaines à l'hôpital pour vérifier l'activité cérébrale de Diego en fait, parce que le risque c'était quoi ? C'était que Anévrisme et tachycardie. Pour voilà. maman, du coup. Hein. Non, pour le fœtus. Pour le fœtus, ok. Ouais, donc à partir de là, t'es pris en charge, voilà, c'est grossesse à risque, donc c'est assez stressant. On te fait le topo, bien sûr, du pire, en te disant peut-être qu'il faudra faire des transfusions intra-utérines. Donc bref, la totale, on va passer vite là-dessus, mais c'était une grossesse stressante. Le côté positif que j'y vois, c'est que ça nous avait déjà préparé à ce que Diego, à l'accouchement, ne serait pas avec moi. On savait d'ores et déjà que Diego, une fois qu'il naîtrait, déjà il y aurait des risques de ne pas arriver jusqu'à la fin de la grossesse, ce qui a été le cas. J'ai été déclenchée 5 semaines avant. D'accord. Parce qu'il commençait à présenter des signes de faiblesse, mais c'était bien, il était sorti de la prématurité, donc... Et puis il était très grand et très gros déjà, donc ça... Mais ça a sauvé un peu la chose. Ouais, nous on aime bien dire qu'en fait, c'était pas anodin, il se préparait pour ce qu'il attendait après. Donc voilà.
l'émotion arrive. Donc il est né quand exactement, Diego? C'est quoi sa date de naissance? Alors il est né le 31 décembre. Ah, bah, magnifique. Voilà, 2020. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes arrivé en mode ouh, Covid, salut, c'est nous. Non, pas du tout. On est arrivé en mode. Donc, toutes les semaines, j'étais suivie. Et en décembre, là, juste avant Noël, il commence à montrer des signes de faiblesse au niveau cérébral, du coup, plus assez de flux sanguin. Et c'était juste avant Noël. Et là, ils ont voulu me garder, et là, l'angoisse, parce qu'en fait, ils ont refait des examens, tout allait bien, mais ils me gardaient, ils étaient en sous-effectif. Bon, c'était Noël, moi, je voulais être avec Sacha, donc, au final, ils m'ont laissé rentrer pour Noël, et puis j'ai dû repointer, ils m'ont dit, allez, deal, on se tape, le 28, vous revenez, et on déclenche. Et donc, ils ont déclenché le 28, mais ça a duré 3 jours. Ah, pour un deuxième, quand même, tendu. Ah non, mais horrible. Et c'était quoi, un accouchement naturel, quand même? Ils ont voulu, coûte que coûte, même si au bout du 2e jour, je leur ai dit de m'ouvrir le ventre en 2, ils n'ont pas voulu. Donc ils ont essayé tout ce qui existe, ballonné, tampon caché. Et ça a fini avec l'ocytocine, voilà, tu sais. On voit en intraveineux. En intraveineuse. Je suis tombée sur une sage-femme super, rompu la poche des os. Ils sont allés la rompre. Là, ça s'est fait en 2-2. Il a glissé. Ça a été un super accouchement. Je parle pas de pas les le 3 reste, jours mais avant. vraiment mais l'accouchement, Diego, c'était génial. Il est sorti, il a glissé tout seul presque. Il était beau, il n'était pas... Tu vois, il pas était marqué par marqué, l'accouchement. non. Et en fait, il allait bien quand il est sorti. Du coup, on nous avait préparé à ce que peut-être il y aurait des grosses complications. En fait, il allait plutôt bien. J'ai pu le garder avec moi 2 heures. Et après, ils l'ont pris en néonate, mais ça, on le savait. On nous avait préparé à ça pour l'allo-immunisation. Et comment ça se passe? Donc, à ce moment-là, effectivement, donc, tu accouches, Maëlys. Donc, ils voient que Diego va plutôt bien, gros bébé, beau bébé. Et là, ils disent, bon, bah, là, on l'emmène directement en néonatologie ou comment ils organisent la chose là? Là, oui, pendant 2 heures, en fait, ils te disent, bon, il a l'air d'aller bien, donc on vous le laisse. Et après, ils le prennent en néonate parce qu'il fallait qu'il soit suivi, notamment pour la jaunisse. Et il fallait qu'ils voient si, en faisant des analyses, tout allait bien niveau sanguin. Parce que le risque, c'était qu'il soit transfusé. Mais oui. Vu que je l'avais un petit peu empoisonné juste avant. Voilà. Donc, c'est pas toi qui l'as empoisonné. Non, c'est pas moi, mais... Mais effectivement, ton corps a décidé d'en faire autrement. C'est ça. Et donc, il est parti en néonate. Donc, jusque-là, entre guillemets, tout allait bien pour nous. On était préparés à ça, on le savait. Le lendemain, on le retrouve, puisque j'ai accouché dans la nuit, enfin minuit et quelques. Minuit 30. Donc, le lendemain matin, on le retrouve. Et là, en fait, c'était que des nouvelles positives parce que c'était, finalement, ces taux sont très bons, pas besoin de transfusion. La jaunisse, elle est très légère parce que c'est des bébés qui ont une jaunisse et ça peut aller plusieurs jours de luminothérapie. Ouais. Donc, ça va, je pense que dans 2-3 jours, en gros, vous êtes sortis. Ils me le mettent, je voulais allaiter pour Diego, donc ils me le mettent au sein et c'est là où ça commence à être un peu bizarre. Alors, j'avais pas allaité Sacha, donc je savais pas. Mais je trouvais ça compliqué. Lui, il prenait le mamelon, mais après, tu sais, il avait comme des tu vois, des hauts de cœur. Des hauts de cœur, voilà. Bon, bref, ça a été compliqué, mais bon, au début, je me suis dit, je suis pas habituée, lui non plus, bon. Et ça a duré comme ça. J'ai l'impression que ça faisait des jours, mais en fait, ça a été que quelques heures. Non, mais c'est vrai. Et en fait, au bout d'un moment, le lendemain, je pense, je sais plus, j'ai perdu un peu la notion du temps à ce moment-là. Il a commencé à vomir. D'accord. Avoir des régurgitations. Au début, pas marron, pas verte. Mais dès qu'il prenait le sein, il vomissait. Après, il a commencé aussi à gonfler un peu, devenir un peu jaune. D'accord, ouais. Voilà. Et il n'avait toujours pas fait caca. Oui, c'est ce que j'allais te demander, justement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu le méconium, du coup, à ce moment-là, ou pas? Non, il n'y avait toujours pas eu de méconium au bout de 48 heures. Alors, je crois qu'il y a eu un tout petit peu, mais c'était des traces et bref. Du coup, à ce moment-là, comme il était déjà en néonate, il était plutôt bien suivi. Ils nous avaient dit, je pense qu'ils commençaient à se douter de quelque chose, mais ils nous en ont pas parlé de suite. Ils nous ont dit, on lui fera faire des examens complémentaires lundi. En gros, ils voulaient attendre que le week-end passe parce que c'était en sous-effectif. Et sauf que Et là, vous étiez, je suis désolée, mais je reprends un truc, mais du coup, tu accouches à peau, c'est ça? J'accouche à peau, ouais. Donc là, on voit que ça marche pas, que pas de méconium. Est-ce qu'il y a des pédiatres qui viennent vous parler de tout ça, d'essayer de vous on nous expliquer? dit, après, comme ils étaient très fixés sur l'allo-immunisation, tu vois, et que nous aussi, on était là-dessus, ils nous parlaient de ça, mais le reste, non, jusqu'au moment où ils nous disent, là, il a du mal à boire, il n'a pas fait assez caca, enfin, on va lui faire un petit lavement pour voir, pour l'aider. Et
On sentait qu'il y avait quelque chose, mais bon, on s'inquiétait pas non plus que ça, jusqu'au moment, le lendemain, où bon, donc ça c'était le premier jour, donc je vais me coucher. Jérémy n'avait pas le droit de rester parce que... Ouais, c'était la période de Covid, donc ça a été une période un peu particulière pour moi parce que j'ai pas pu prendre tout l'espace de mon rôle de papa dans cette phase-là. Ouais. Bon, il y avait déjà un petit peu plus de souplesse, hein, on était au mois de décembre 2020. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui lui étaient données à Maëlys, surtout le matin, enfin, à tout moment de la journée. Moi, si je me souviens bien, je crois que c'était de 14h à 18h que j'avais accès à la chambre de ma femme et mon fils. Et donc, j'apprenais aussi certaines nouvelles par téléphone. Donc bon, quand il était 14h et que je pouvais enfin venir, je venais prendre des paroles qui n'étaient pas toujours simples, surtout quand il y avait du stress qui se rajoutait. Il y avait une grosse partie sur laquelle on nous avait préparé, et après il y a eu l'inconnu aussi qui nous est tombé dessus, qui a créé un cocktail assez particulier où on a eu l'impression que ça s'arrêtait jamais en fait. Bah, déjà, j'imagine, depuis les 5 mois de grossesse, finalement, vous étiez un peu Ouais, on était à cran, quoi. sous stress. Ouais. Ouais. Donc, une fois qu'il sort, j'imagine que déjà, vous êtes content de savoir que ça va sur le côté le plus important. Oui. Mais finalement, les pédiatres arrivent quand même à vous dire qu'il y a des petites choses peut-être à vérifier, quoi. Ouais, qu'on va faire un petit examen complémentaire, aller regarder pourquoi est-ce qu'il fait pas tout seul, pourquoi il faut l'aider. Il se doutait de quelque chose, mais il voulait pas nous le dire encore à ce moment-là. Ouais. Toi, c'est ce que tu as ressenti? Non, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit on se doute de quelque chose, mais on attend confirmation avant d'en parler. Et vous, quand on vous dit ça, vous dites pas, mais parlez-en moi, quoi. Enfin, même si c'est pas ça, je veux savoir. Moi, quand on me l'a dit, forcément, j'ai voulu savoir ce qui potentiellement pouvait être la maladie de Diego, et on m'avait sous-entendu peut-être Hirschsprung. Donc c'était une maladie qui m'était complètement inconnue. Quand on me l'a annoncé, du coup, la première chose que j'ai fait, c'était faire des recherches. Et c'est vrai que là, on commence à comprendre un petit peu plus pourquoi Diego mangeait pas et était aussi douloureux au niveau du ventre. Ouais. Ah, parce qu'il était, douloureux. Alors, il y avait les vomissements, mais il y avait quand même des douleurs. Il était dérangé, quoi. Il gonflait, en fait. Et si tu veux, là où ça a basculé, c'est entre ce soir-là, le premier jour, où tout se passe. Enfin, c'est la découverte, quoi. Et on dit quand même, bon, on va faire des examens. Et le lendemain matin, où on arrive, et où là, Diego, en fait, dans la nuit... en fait, quand j'arrive le matin, je reconnais plus le bébé que j'ai laissé la veille. Ouais. Il est tout gonflé. Et puis là, il vomit. Il était gonflé du visage, de partout. Tout, de partout. D'accord, ok. Et même eux, là, on sent que ils commencent à s'inquiéter. Ils nous prennent à part dans la petite salle des parents, là, qui est entre la néonate et la... Ah oui, non, c'est ça, c'est qu'on revient, en fait, il est pas... Non, on revient, il est pas en néonate, il est en réa. C'est ça. En fait, on revient le lendemain. Et alors, ils vous ont pas parlé du transfert? Ils vous ont rien dit? Enfin, ils nous ont dit, quand je suis arrivée, ils m'ont vu arriver, parce que Jérémy était pas là, du coup, ils m'ont dit, bon, attendez, Diego est pas dans sa chambre et on a dû le transférer, mais c'est super bien fait, c'est en mode, c'est pour son confort, vous inquiétez pas. Moi, je les ai trouvés super à l'arrière, en vrai, ils font tout pour pas t'inquiéter. Donc, c'est pour son confort, très bien. Donc, je vais en réa. Bon, là, c'est déjà pas la même ambiance qu'à côté en néonate. C'est clair. On sent une tension, mais bon, Diego était quand même réveillé. Il était un peu, changé, il était gonflé. Là, il voulait plus manger, donc il voulait plus que je lui donne à manger non plus. Et il voulait encore un petit peu attendre pour l'examen, c'est ça? Sauf qu'en fait, au final... Quel examen? Lui faire boire un liquide. Enfin, tu sais, mettre un le liquide soluté de Barité, c'est ça? Et aller voir, du coup... Donc, la radio de contraste. C'est ça. Ok. Mais en fait, au fur et à mesure de l'heure qui passe, enfin de la journée qui passe, pardon, du coup, ils se disent non, finalement, on va le faire aujourd'hui. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont préparé. Donc, moi, je tenais à Jérémy informé à distance, du coup, encore. Puisque, Parce que là, on arrive toutes les heures, ça changeait. Donc là, c'était le matin. Ouais, et là, c'était en fin de matinée, du coup, là. 11h30. Fin de matinée, début d'après-midi. Tu venais d'arriver, donc début d'après-midi. Début d'après-midi la radio. Et en fait, là, ils reviennent de la radio. Et donc là on bascule. Parce qu'en fait, il avait perforé. Il était en train de faire une péritonite. Et donc là, c'est il avait 3 jours. Donc 32 jours. Ouais. 2 jours. Donc là, on va l'opérer en urgence. Mais on attend. Ils attendaient le sang de Bordeaux. Tu sais, ils faisaient préparer la transfu. La transfu. Et heureusement, parce qu'il en a eu besoin pendant l'opération. Et du coup, toute l'après-midi, on attend. Et alors là, c'était les heures les plus longues, je pense, de ma vie. Et en fait, pendant ces heures-là, Diego, devant... je sais pas si t'étais dans la chambre. Si, j'étais avec toi. Il a fait un arrêt devant nous, en fait. Et là, c'était affreux, quoi.
Ouais. Tu t'arrêtes. Il y a même une infirmière qui est venue, je m'en étais pas rendu compte, venue me secouer pour me dire non, mais vous respirez. En fait, j'avais arrêté de respirer avec lui, quoi. Tu vois, c'était. Ouais. Et donc là, C'est encore un une fois. choc émotionnel Ouais. intense, quoi. Il y a une espèce de silence qui s'est installé. Et puis, Ouais. en fait, moi, j'étais en train d'observer. Et puis, en fait, je voyais que tout le monde savait ce qu'il avait à faire au niveau du staff. Et c'est vrai que, du coup, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe. Et c'était tellement bien fait qu'en fait, sur le coup, tu réalises après Ouais, ce qui est en train de tu se passer. comprends pas, ouais. Du coup, Diego, il se remet à respirer. Ça a été un soulagement pour tout le monde. Mais c'est vrai que, sur le coup, Sur tu le te coup, demandes ouais, qu'est-ce tu qui te se passe, dis, quoi, ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc toi, t'avais arrêté de respirer, tu Ouais, te moi, disais, mais j'avais- qu'est-ce qui se passe, bordel? Mais je m'en suis pas rendu compte, hein, que j'ai Et lui, arrêté de du coup, c'était quoi cet arrêt? C'était suite à la douleur, à tout ça? Bah, du coup non, il était en train de. Tu sais, en fait, la péritonite, t'as tout ton Système digestif, ouais, ouais. qui est en train de se mettre partout. Tu t'empoisonnes Ouais, ton corps, ouais, quoi. ouais. Donc Il une était en train de septicémie, quoi. partir, quoi. Ouais. Ouais, voilà, il était en train de partir. Et donc, du coup, quand ils ont réussi à le réanimer, donc là, encore une fois, très bien, en mode de réa, tu sais, allez, mon petit, réveille-toi. Et moi, j'étais là, mais il faut le secouer, là, il faut faire quelque Ouais. chose. Et non, il s'est réveillé, enfin, il s'est réveillé, il a repris ses esprits. Et là, par contre, ils nous ont dit, c'est eux, ils m'ont dit, on va le mettre dans le coma pour le On protéger. va le sédater, ouais. Ouais. Donc là, ils l'ont intubé, je crois. Ouais, ils l'ont intubé. On a dû sortir, ça on l'a pas vu. Et quand on est revenu, il dormait, quoi. Ok. Voilà, il était intubé. Et on a attendu que le sang arrive. Et dès que le sang est arrivé, la transfusion, ils l'ont pris pour aller l'opérer en urgence parce que je pense que ces minutes étaient comptées. Mais ça, c'était très violent. Moi, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. J'ai pas pu l'embrasser. Tu vois, le toucher avant qu'il parte. Ouais. Et moi, pendant 5 heures, j'ai cru que je lui dirais pas au revoir, quoi. Oui, ben, je comprends. Et Donc, ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, après, je pense qu'ils ont aussi fait ça dans le sens où, bon, ok, on a le sang, on a déjà attendu 3 heures le Oui, sang, non, mais là c'est ça, maintenant, hein, c'est sûr. on y va, go, on n'a plus une minute à perdre. Mais oui, j'imagine que c'est ultra Ouais. marquant. Enfin, je me mets à votre place, c'est violent. Et voilà, et puis après, donc il est parti se faire opérer. Ouais, on était 3, on lui a fait confiance, on lui a parlé un petit peu. Et puis après, on s'est retrouvés un petit peu tous les deux. Et quand vous êtes retrouvés tous les deux? Ouais, on s'est retrouvés. Alors, racontez ce moment où il était au bloc. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes vos têtes? Alors, on était plein de confiance, d'espoir, d'envie qui revienne vite. Et du coup, on nous a dit que l'opération durerait environ 2 heures. Donc, moi, j'étais dans la chambre avec Maëlys, on était remonté dans sa chambre. Et puis, le temps était long. Les 2 heures s'étaient écoulées. On commençait à se poser de plus en plus de questions. Maëlys qui me dit, il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas possible. Alors, bien sûr que j'ai tenté d'être rassurant et en fait, ça me rassurait aussi d'être rassurant. En fait, il y a eu un petit souci apparemment avec le téléphone de la chambre. Ils n'arrivaient pas à nous contacter, donc il y a tout le monde qui est monté dans la chambre. Donc il y avait les 2 chirurgiennes. Il y avait aussi toute l'équipe derrière et on s'est regardés tous les deux. On a la tête qui s'est penchée vers la porte. Et puis c'était le docteur Dabilé qui nous avait dit que tout allait bien. Donc ça a été un moment de soulagement ouais. et de. Vous avez dû vous dire. Ah ouais, ça a été. Là, on a eu le cœur qui était à 2 doigts de s'arrêter. Ouais. Alors, c'est là où Jérém et moi, on n'a pas vécu les choses de la même façon. Parce que lui, il va te dire qu'il était plein d'espoir et de tout ça. Non, moi, j'ai imaginé le cercueil de mon fils. Ouais. Moi, j'ai imaginé son enterrement. J'ai imaginé comment je devais annoncer à mes proches qu'on a perdu Diego. Enfin, moi, non, j'étais pas du tout dans un bon mood. On va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, on voit toujours. Bon, après, vous connaissez aussi un petit peu notre histoire, mais c'est souvent comme ça. C'est les papas qui essayent toujours de dire bon, allez, il faut qu'on avance, il faut qu'on voit le positif. Et nous, les mamans, on est très régulièrement en bas. En fait, quand Diego est né, c'est vrai que ça a tout de suite été mon fils. Et en fait, pour moi, il n'y a pas eu une autre option que de rentrer avec lui. Ah bah oui. Et donc, c'est ça aussi qui était un petit peu clivant entre Maëlys et moi. C'était notre façon de gérer nos émotions. Après, bon, j'ai un petit passif aussi par rapport à la maladie. Mais bon, après, ça a été des phases de discussion qu'on a eues tous les deux. Et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir cette communication facile entre nous. Ça nous a permis de passer des caps, de franchir des étapes vraiment, vraiment très compliquées, très complexes. Et Sacha, dans tout ça, elle avait 3 ans et demi 3 ans Non, elle avait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Et Sacha, pendant ce temps-là, elle a été prise en charge
Mes parents sont très présents, habitent à 1 heure, donc il y a eu pas mal d'allers-retours sur ce moment-là. Voilà, où bon, c'était un peu... Mais elle a pas mal vécu, du moins on pensait qu'elle avait pas mal vécu, c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que Sacha, même si on a essayé de la préserver, en fait on s'est rendu compte que il y avait... c'est pas anodin quand maman elle rentre de l'hôpital, qu'elle a plus le ventre mais qu'il n'y a pas le bébé. Ouais. Donc, parce qu'après Diego, après cette opération, oui, parce que alors oui, ouais, racontez-nous, parce que oui, voilà. Donc vous retrouvez Diego finalement, on vous dit que tout va bien. Comment vous le retrouvez? Vous le retrouvez avec une stomie, sans stomie? Enfin, dites-moi. Oui, c'est ça. Là, c'était donc tard dans la nuit, donc on n'a pas pu descendre le voir. Mais le lendemain, quand on y arrive, en fait, Diego, c'est un bébé encore plus gonflé que comme on l'a laissé. Il était l'opération, hein, C'est surtout les produits anesthésistes. Ouais, elle avait marqué. Et on le retrouve effectivement avec une stomie. Alors là, c'est... On vous en avait parlé de ça avant ou pas du tout? Non. On nous explique le lendemain, voilà, on lui a fait une stomie, c'est pour mettre, donc on nous explique tout bien, hein, pour mettre au repos et tout ça. Mais ouais, bon, après on va dire la première pensée qu'on a, c'est il est vivant, donc voilà. Oui, ouais. Et une fois qu'on passe ça, la stomie, on se dit ok, de toute façon c'est pour sa survie. Et sauf qu'en fait Diego, c'est un petit coquinou, il met beaucoup de temps à se réveiller. Vraiment plusieurs jours. Alors qu'on nous avait dit d'ici ce soir il est réveillé. Non, il a mis quoi? Jours, presque une semaine. Ouais, presque une semaine. Donc du coup, ça a été très long et puis il était intubé, donc on ne pouvait pas le prendre, on ne pouvait pas le toucher. Enfin, on pouvait le toucher, mais le caresser, quoi. Mais donc non, c'était assez particulier, ouais. Ce bébé-là, on l'avait pas anticipé, quoi. pas dans un doute comme ça. Ouais. Du coup, Diego, vous le découvrez avec la stomie. Ouais. Et alors, endormi, réveillé au bout de 7 jours. Ouais, c'est ça. Alors du coup, la stomie, tout ça, comment vous l'appréhendez? C'était une colo ou une iléo? C'était sur l'iléon ou sur le côlon, la stomie? C'était une iléo, ok. Moi, tous ces trucs-là, je crois que je suis passée à 10 000. Non, mais vraiment, tu vois, comme quand tout à l'heure, tu me demandais la forme, combien de centimètres, je pense que c'est des... Si tu veux, moi, c'est pas là-dessus que je oui, normal. Quand on écoute votre histoire, j'ai envie de vous dire. Et logique. Ouais, la stomie, franchement, honnêtement, oui, c'est sûr, ça fait un petit truc. C'est pas le bébé, tu sais, le bébé Cadom là qu'on te présente dans la pub. Mais sur le coup, franchement, à l'hôpital, en plus, ils nous ont appris une fois qu'il s'est réveillé et tout ça, ils ont commencé à nous faire participer aux soins, à nous dire allez, là, on va le laver aujourd'hui. Alors après, nous, on avait une organisation aussi. Parce qu'on avait Sacha, mais on n'a jamais laissé Diego seul à part la nuit. Pour nous, c'était très important on se relayait, il y en avait un qui partait le matin, et de 8h à 20h, c'est ça à peu près, même quand il était totalement endormi, il avait une présence avec lui, on était là, et on se relayait avec Jérém, et il y en avait un qui faisait le matin, l'autre l'après-midi, et puis comme ça, l'autre s'occupait de Sacha, et prenait un peu de temps pour lui aussi, voilà, se doucher, tout ça. Mais ouais, c'était très important pour nous, et là-dessus, on s'est vachement, on était sur la même longueur d'onde. Vous êtes encore plus soudés finalement dans cette épreuve. Dans cette période-là, honnêtement, on était vraiment, on s'est pas posé de questions et c'était naturel et il n'y a pas eu de prise de tête, il n'y a pas eu de divergence. C'est le retour à la maison qui était dur. Ouais. Donc voilà, donc ils nous ont associés aux soins très vite. Moi, je le voyais pas comme quelque chose d'insurmontable. Mais en fait, c'est une fois que tu rentres à la maison, tu te rends compte qu'en fait, changer une stomie à l'hôpital avec tout le matériel et la place, tu vois, et changer une stomie à la maison quand tu es tout seul, avec pas forcément le matériel et tout ça, là... c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose, quoi. Donc moi, sur le coup, je l'ai pas mal vécu. Ça a été à la maison que j'ai mal vécu. Ouais, non, c'est clair. En fait, on était contents dans un premier temps de rentrer à la maison. D'ailleurs, oui, alors je suis désolée, je recoupe, mais donc du coup, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital après? Ça a duré tout un mois. En fait, il est né le 31 fin janvier. Il est né le 31 décembre. On est rentré vers le 26 ou un truc comme ça, janvier. Et ça a été une victoire en fait de réussir à rentrer après tout ce qui s'était passé. Et puis ça a été beaucoup d'énergie, mais pour une bonne cause. L'objectif, c'était que tout le monde rentre à la maison et qu'on soit une famille, et surtout qu'on puisse présenter Diego aussi à Sacha. Mais c'est vrai que cette stomie, ça paraissait simple. Reste poche, ça paraissait pas insurmontable à gérer. Puis on s'est rendu compte qu'on était papa et on était parents et on est devenu aussi infirmier. Et cette poche qui avait des tendances à fuir.
Diego qui avait apparenté le changement de la poche à de la douleur. Donc souvent c'était tard le soir quand il était dans son lit. L'adhésif se relâchait un peu et puis il y avait une fuite tout de suite. Donc le changement à 3-4 heures du matin, des fois, ça réveillait la maison. Ça a été une phase très compliquée parce que Maëlys, elle se donnait beaucoup pour le bien-être de Diego et de tout le monde. Et c'était un moment aussi où moi j'essayais de faire en sorte, non seulement de m'en occuper dans la journée, mais de faire en sorte aussi qu'elle puisse dormir la nuit, c'était important pour elle. Et donc ouais, ça a été peut-être les premiers moments où il y a eu des petites tensions. Mais des tensions, parce que j'essaie d'être bienveillant, mais maladroit aussi, donc dans ma façon de lui répondre des fois. Et ouais, ça a été les premiers moments un petit peu de turbulence. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est le rôle de parent à soignant en fait. T'es soignant en fait avant d'être parent. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et puis après, il y a aussi le fait que Jérémy a repris le travail. Donc moi, j'étais à la maison seule avec Diego. Oui, c'est ce que j'allais demander. T'as fait du coup, j'imagine, t'as pris tes 28 jours. Ouais, j'avais droit à un mois de congé paternité. Tu les as pris quand il était à l'hôpital ? Non, c'était pas encore d'actualité. Ah, c'était même pas encore d'actualité. Par contre, j'avais droit à des jours à la suite d'une naissance quand un enfant est hospitalisé. On a droit jusqu'à 31 jours pour rester au chevet. Donc ça, j'en avais bénéficié. Et du coup, c'était cumulé justement, à l'époque, c'était 14 jours de congé. Sauf que, en fait, c'était court. C'était court. Bah oui, parce que du coup, t'as pu faire que 15 jours à la maison. C'est ça. Ouais. Donc ça a été court. Et Maëlys s'est retrouvée par moments seule à la maison, seule avec Sacha, qui était encore à la crèche. Ouais. Encore toute petite. Donc voilà, c'était une période vraiment particulière. Ouais, et tu rajoutes à ça le fait que Jérémy il a un horaire d'équipe. Donc en fait, soit il est pas là le matin, soit il est pas là le soir. Ouais. Avec 2 enfants en bas âge, franchement, il y a eu une période où c'était quand même assez rock'n'roll. Et cette stomie qui en fait est devenue un enfer. Mais vraiment, parce qu'en fait, voilà, elle arrêtait pas de fuir. On comprenait pas, on faisait tout bien comme on nous avait appris. Et on nous avait dit, s'il y a besoin, une infirmière pourra passer tout ça. Donc au bout d'un moment, on était dépassés. Moi, j'étais dans l'optique, on fait ça à 2 parce que c'est dur. Et tu vois, on fait ça à 2, on s'entraide. Enfin, pas... Moi, je le voyais comme de l'entraide, mais Jérém, il avait notre point de vue. Et Jérém, lui, voulait tout faire tout seul, mais justement parce qu'il disait, t'as pas besoin d'être là, va te reposer. Mais moi, je le vivais comme il me met à l'écart. Ou quand moi, je devais m'en occuper, je peux pas compter sur lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aimais pas être seule dans ces moments-là, même si c'est arrivé, du coup. Et donc, ouais, ce stomie est devenu un sujet. Et quand on a demandé, du coup, d'avoir une infirmière qui passe et tout, là, en fait, on s'est pris un peu... tous les refus. En mode, non, mais en fait, va falloir que vous appreniez à vous débrouiller, quoi. On va pas venir à chaque fois qu'il faut changer une poche. Non, mais on voudrait bien quelques conseils, ou je sais pas, ou peut-être. Du coup, vous aviez quand même un suivi stomathérapeute ou Non, même pas. Non, en fait, Diego. Alors ça aussi, Diego, c'est important quand même. Quand on est parti de l'hôpital, donc fin janvier, on avait déjà sa date de remise en continuité programmée. C'était quand ? En mars. Donc tu vois, c'était. Ah ouais, super rapide quand même. Super rapide. Donc on savait que dans 2 mois, on revenait à l'hôpital. Et donc non, on n'a pas eu de somatothérapeute, même si on en a rencontré une parce que j'ai insisté. En fait, j'ai dit moi, je sais plus quoi faire. Enfin, on n'y arrivait pas à la faire tenir cette poche, c'était un enfer. Et donc on y a été, elle nous a donné des conseils. Tu vois, c'était déjà ça de prix. Hein. Mais et puis après, malheureusement ou heureusement, je sais pas, avec la pratique, toi aussi, tu trouves des petits tips. Tu vois, c'est le système D. Voilà quoi. Donc on s'y est fait à la fin. C'était quoi votre système D ? Non, mais c'était des petits trucs tout bêtes, tu vois, rien que pour que Diego ne bouge pas, parce que vraiment au début il hurlait, il aimait pas qu'on lui change sa poche. On avait mis en place, je sais plus ce que c'était, des petites, une veilleuse rouge qui l'orientait d'un certain sens, que ça pouvait nous servir. La petite musique, la petite chanson, le doudou sur le front qui l'apaisait énormément. Et puis moi, je préparais tout en amont. Enfin, quand j'arrivais, j'étais prête à dégainer, quoi. Enfin, ça prenait normalement pas trop de temps. Et donc ça, c'était chouette. Et sa peau autour, du coup, à cette époque-là, elle était plutôt correcte ou... Ça va. Ouais. Franchement, ouais. On n'a pas eu trop de soucis. C'était un peu rouge. Enfin, voilà. Non, ça va. Franchement, ça va. Et donc, vous partez avec une date en tête donc, de remise en continuité. Oui. Alors déjà, on vous annonce la maladie de Hirschsprung aussi, parce qu'on n'est pas revenu sur le sujet. Comment ça se passe ? Parce qu'on vous l'annonce, j'imagine, quand il sort du bloc après sa péritonite. Nous, en fait, pendant très longtemps, donc ce nom de maladie, cette suspicion, Suspicion, oh purée. Couperé, merci. Elle apparaît en fait au final assez tôt, avant l'opération, tu sais, avant qu'il se fasse opérer. Mais par contre, la confirmation, ça prend du temps. On rentre chez nous
qu'ils n'ont pas encore les résultats de la biopsie. Ils ne veulent pas nous dire vraiment oui, c'est ça, même si toutes les étapes pensaient que. Donc moi, on a regardé sur internet parce qu'on nous en a pas trop parlé à l'hôpital, où on nous a dit on vous en parlera en temps voulu, si c'est bien ça. Donc on a fait des recherches et tout. On a fait des recherches et c'est comme ça qu'on a vu qu'est-ce que c'était, ce que ça pouvait engendrer. Voilà. Mais après, moi en tout cas de mon côté, c'est pas. Moi, j'étais plus en colère. À ce moment-là, j'étais en colère. Pour moi, la grossesse déjà avait été à risque, donc j'avais pas été sereine. C'était ma dernière grossesse parce que je voulais plus d'enfants après. Donc j'étais en colère de cette grossesse entre guillemets gâchée. Et pour moi, on me volait mon bébé quoi. Pendant X jours, j'ai pas pu le prendre dans les bras. Quand vraiment c'est un bébé entre guillemets que tu as tout le temps avec toi, que tu peux prendre n'importe comment, c'est quand on est rentré au bout d'un mois. Un mois, il avait déjà grandi. Donc j'ai pas eu cette phase de bébé quoi. Moi, je l'ai très très mal vécu. Mais c'était ça aussi, c'est important. On a été par contre très vite réorienté vers des psychothérapeutes pris en charge par l'hôpital. Et ça m'a fait. Moi, en tout cas, moi, j'en ai eu besoin. De ça. Et ça t'a fait du bien, en tout cas ce suivi psy a été correct par rapport à tout ce que tu as vécu. Et ça a été assez long, je veux dire, dans la durée, etc. Ou... J'ai vu entre le moment où il est né, parce qu'un passé du coup dans la chambre, jusqu'à la remise en continuité. Et en fait, moi, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, ce qui n'est pas le cas, je pense, pour Jérémy, mais moi, je pense que je me suis protégée. Et j'avais déjà imaginé Diego, je l'ai dit, le cercueil et tout ça pendant son opération. Et quand on m'a annoncé qu'il fallait qu'il reparte, juste 2 mois plus tard, que j'avais un bébé qui rentrait à la maison, mais qui était un bébé dont je devais m'occuper en tant que soignante. Bon, aussi maman bien sûr, mais beaucoup soignante. Moi, en fait, je me suis très bien occupée de Diego, je pense. J'ai tout donné. Par contre, je faisais tout pour pas m'y attacher. C'est-à-dire que dans ma tête, à tout moment, je pouvais le perdre. Donc je voulais pas trop m'attacher parce que je me préparais. C'est horrible à dire maintenant avec le recul. Bon, j'ai fait un petit travail sur moi, donc ça va mieux. Mais voilà. Et c'est en fait moi le déclic, ça a été en début mars, donc quelques jours, semaines avant qu'il aille se faire opérer. Où c'est mon père. Je suis partie chez mes parents, mais toute seule avec Diego parce que bon voilà, avec Jérémy, cette période-là de janvier à mars, il y a eu beaucoup de tensions. Donc j'étais partie avec Diego et en fait je m'en occupais mais un peu comme une machine. Enfin, je répondais à ses besoins, voilà. Et en fait c'est mon père qui m'a dit une phrase qui m'a secouée. Ouais. Il me dit mais regarde ton fils en fait. Il me dit mais ton fils il te cherche quoi, il te cherche, comment dire. T'es son dieu, quoi. T'es sa déesse. Regarde comment ce gosse t'aime. Il dit Maïs, tu peux pas. Il faut que tu lui répondes, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en occupais, mais je refusais de nouer trop de. Il avait l'affection, si, parce que je le prenais. On peut pas dire que j'avais pas d'affection, mais en tout cas, j'essayais pas de. En tout cas, je sais pas comment expliquer. Je me protégeais, quoi. Oui. Pour moi, c'était Diego. Pour moi, malheureusement, Jusqu'à ce moment-là, pour moi, Diego, c'était un enfant qui allait pas rester longtemps, quoi. Donc, du coup, je me suis blindée. Et le jour où mon père m'a dit ça, je m'en suis rendu compte. Et là, encore aujourd'hui, Jérémy peut le dire, Diego, c'est... Par contre, depuis ce jour-là, c'est trop, je le bouffe, ce gosse, Enfin, voilà, je me rends compte que c'est... En fait, c'est un héros, petit déclic avec papa, quoi. Ouais. C'est bien. Ouais. Maintenant, regarde. Ah, mais il est trop beau. Il a grandi. Oui, ça. Donc il a eu raison, papa, finalement. Il a eu raison, ouais. Et toi, Jérémy, du coup? Alors moi, la question, c'était par rapport à comment j'avais géré... Hirschsprung, l'annonce, etc. En fait, la première, quand on me dit la maladie, en fait, la première chose qui me vient en tête, c'est on parle de quoi exactement et comment on gère ça. Et après, avec Diego, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi... Bien sûr qu'on a peur du pire, parce que les phases qu'on a vécues, elles étaient quand même super intenses. Ouais. Le service Réa, c'est quand même un service qui est pas simple. Et puis, c'est tendu pour ton enfant, mais il y a aussi des tensions qui gravitent autour, qui sont présentes. Moi, Diego, je l'ai toujours, contrairement à Maëlys, moi, je l'ai toujours accepté dès le départ comme mon fils. Et du coup, en fait, j'avais beaucoup d'espoir pour lui. Et c'était avant tout qu'on rentre à la maison, en fait, c'était l'objectif. Ouais. J'avais une manière de gérer les choses, en fait, où je me suis placé un peu comme pilier. Je sais que personne ne m'avait demandé ça au sein de la famille, mais je voyais Maëlys qui n'était pas en grande forme et je voulais la porter un peu et porter un petit peu tout ça sur mes épaules, faire en sorte que tout s'arrange. Maëlys m'en a un petit peu voulu parce qu'elle avait le sentiment que je gérais ça
Trop bien. Ouais, peut-être trop bien, ouais. Ouais. C'est vrai. Et Avec distance. du coup, moi, j'étais un petit peu surpris quand elle me disait ça, alors que pas du tout. En fait, je voulais essayer de concilier tous les bouts. Voilà, c'était le rôle que je m'étais donné. Ouais, ce qui a été le plus dur, en fait, dans l'annonce de cette maladie, c'était que on avait super bien géré le pendant. Ouais. Et il y a eu le juste après où, en fait, on a réussi en fait, à retrouver notre équilibre familial. Enfin, on l'avait Et retrouvé avec la les bases qui décompression étaient. aussi, hein. il y C'est avait- ça aussi. Il y Ouais. a eu toute la décompression de tout Ouais. ce que vous... Enfin, je veux dire, enfin, vous réécouterez ce podcast avec bienveillance et avec toute écoute active. Enfin, quand vous vivez ce que vous vivez, c'est normal que quand vous rentrez à la maison, ça pète. Enfin, ça me paraît logique. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même des... Je veux dire, il y a les moments que vous avez vécu. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas une dixième de familles qui vivent ça. D'accord ? Donc, ouais, je pense que ça me paraît totalement logique psychologiquement de... Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, c'était surtout que en fait, pendant un an, en fait, on était dans de la gestion pure et dure. Et en fait, quand on rentre à la maison et qu'en fait, on arrive enfin à trouver cet équilibre qui était le nôtre, en fait, il y a eu la phase où on devait se retrouver tous les deux. Et là, ça a été un petit peu un contre-choc parce que en fait, on a super bien géré avec Diego. Il y a plein de choses, comme tu as dit tout à l'heure, qui s'étaient mises en place naturellement entre nous au niveau de la gestion, des allées et venues. Ouais. Ça n'a pas du tout été un sujet pour elle ni pour moi. Et puis après, il y a eu le moment où on s'est regardés tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant quasiment 12 mois, en fait, on se croisait, quoi. Et puis, du coup, là, on s'est dit, bon... Il y a un truc qui se passe là et il faut qu'on le gère vite parce qu'en fait, on est en train de s'éloigner. Et ça a été un petit peu l'effet qui se coule de tout ce qui nous était arrivé auparavant. Ça a été très surprenant, mais après, bon, comme je l'ai dit aussi, on a une énorme capacité à discuter avec Maëlys, qui jusqu'à présent nous a toujours porté chance. Et voilà, enfin, c'était un petit peu la gestion de cette maladie et des annonces qui ont été faites de manière successive. T'as compris. Ouais, vous avez Oui, compris, vous pouvez rire. Eh oui, parce que pas mal d'émotions. Et quand vous l'avez appris à la famille, ça s'est passé comment sur votre entourage ? Alors, il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Pardon. Ok. Allez, j'y vais, Jérôme, je prends le relais. 2 salles, 2 ambiances. Nous avons eu une partie qui était là en mode ah oui, d'accord, je comprends pas pourquoi je peux pas venir le voir. Il est en réa, tu sais, on leur avait dit qu'il était en réa. Je comprends pas, je suis ton grand-père, pourquoi je peux pas venir le voir. Et puis après, il y a eu notre côté qui était en mode oh là là, c'est la fin du monde, prends beaucoup de photos. En gros, ça n'entretenait pas, moi, si tu veux, le fait que j'aille mieux. Enfin, voilà. Donc, bon, la famille a été là pour s'occuper de Sacha notamment. Mais en fait, on s'est retrouvés très seuls. Au final, Jérémy et moi. C'est pas le genre de fin. Vous n'avez pas eu de questions sur la maladie aussitôt Si. ou quoi ? C'était plus. C'était, On verra quand ça arrive. Quoi. Non, c'était pas tant de questions. Après, c'était plus maladroit que méchant. Ouais. C'était Oui, plus bien sûr, maladroit que j'imagine. méchant, Ouais. ouais. Enfin, Après, j'espère pour vous. Oui, non, mais- Après, en vrai, c'est bien. Enfin, il y a un tri qui se fait aussi avec certaines personnes. Ah bah oui, oui. Parce que quand je pense tu vis ce genre d'épreuve, comme tu dis, c'est pas toutes les familles qui vivent ça. Bah, tu te rends compte aussi de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Donc moi, je sais que pendant les quelques mois plus tard, parce qu'après l'être humain est tellement bien fait que tu repars dans tes vieux travers, mais quelques mois plus tard, pour moi, je me foutais à peu près de tout. Le seul truc qui m'importait, c'est que ma famille aille bien, quoi. D'un point de vue santé. Après le reste, si tu veux, c'était un peu du plus, quoi, du positif. Et ça a fait du tri aussi. Voilà, il y a des gens qui ont été maladroits, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui veulent pas comprendre. Il y a des gens qui te demandent comment tu vas et quand tu leur dis, parce que moi, il y a vraiment un moment donné, je n'allais vraiment pas bien. Tu leur dis parce que tu penses qu'on te pose une vraie question, ben tu leur dis non, ça va pas et tu commences à pleurer et on te dit ah, allez, bonne journée et on se casse. Ben ça fait mal, du coup. Ça fait mal parce que je trouve que les parents, on se rend pas compte de... Alors que ce soit Hirschsprung ou autre chose, on se rend pas compte ce que c'est que d'être avec un enfant malade. Et encore plus, je trouve, sur des maladies invisibles comme les nôtres. Moi, j'ai beaucoup souffert de remarques en mode... je sais que c'était pas méchant, mais oui, mais bon, ça se voit pas. Oui, mais bon, regarde, il va bien là, regarde, il est grand, il est fort. Alors ça... Et en fait, ouais, il est grand, il est fort, oui, vous voyez ça, ça se voit pas sur sa tête. Et quand vous rentrez à la maison, c'est horrible. Alors moi, je sais que nous, on le vit à peu près, 10 fois par jour. Hein. Moi, j'en deviens à avoir de la... Je sais pas comment expliquer, mais
J'ai envie T'as de la rancœur, ouais, de la rancœur, quoi. Mais moi, alors des fois, je vous avoue, en plus, nous, on a la carte. Nous, des Ouais, fois, vous, on monte juste le t-shirt. On fait, voilà, c'est invisible, mais pas tant que ça, quoi. C'est Donc, ça, ouais. Au bout d'un moment, venez vivre à notre place. Hein. Ou tu sais, mais même les soignants, moi j'ai eu un pédiatre, donc on a changé de pédiatre évidemment, mais j'ai eu un pédiatre qui m'a dit, une fois qu'il a été opéré, oui, bon, on était en visite, hein, et je sais pas, je lui disais, oui, ben voilà, parce qu'il s'est fait opérer. On y reviendra juste après, de toute façon. Là, on est sur la partie. C'était dur. Et du coup, un pédiatre qui nous dit, une fois qu'il est opéré, parce que je lui parlais de ses problèmes d'érythème fessier, ah ouais, mais vraiment, il me regarde. Alors, c'est même pas, il me regarde, il s'adresse à Diego, il dit, ouh là là, ben maman, il va falloir qu'elle se détende, hein, c'est bon, hein, c'est bon, madame, maintenant, votre fils, il est opéré, c'est bon, on passe à autre chose. Et j'étais là. Il savait, en fait, il savait peu sur le sujet, en fait, et donc du coup, il a été très très maladroit. Ouais. Jérémy est plus politiquement correct que moi. Moi, je dirais que c'est un gros con. Mais voilà. C'est les hommes que je pense. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Bon, voilà. Mais ouais, c'est hyper. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on se rend pas compte et c'est dur. Et même aujourd'hui, tu vois, il a 5 ans, il va bien. Franchement, par rapport au tableau qu'on nous avait décrit, qui était possible, bon, ben, on s'estime, voilà. Et donc là, en mars 2021, il y a eu la remise en continuité. Donc déjà, qu'est-ce qu'on vous dit de Hirschsprung? Qu'est-ce que vous comprenez quand vous expliquez de la maladie de Hirschsprung telle qu'on vous l'a dit? C'est quoi? C'est très succinct. C'est en gros une partie du tube digestif qui est malade. Okay. On va couper. Alors nous, il avait la stomie, donc on va remettre en continuité. Nous, c'était plus ciblé là-dessus, tu vois, que sur la maladie en elle-même. Bon, docteur Dabili qui nous a suivis nous avait bien expliqué que par contre, même s'il était opéré, j'insiste parce que c'est pas le discours que tout le monde a, mais elle nous avait bien dit que c'était une maladie, qu'elle resterait à vie, et que en fonction en fait, que chaque enfant était différent. Et donc, elle nous a dit. Mais consciemment, elle a dit, je vais vous présenter le tableau entre guillemets le pire, pour que vous puissiez avoir un petit peu la vision large. Bon, et heureusement pour nous, ça se traduit mieux, mais sur le coup, elle nous a fait très peur quand même. Sur le coup, elle vous a fait peur dans quelle manière? Parce qu'elle vous a dit maladie, reste à vie, c'est ça? Reste à vie. Parce qu'après, elle était quand même vague sur le sujet, comme on ne sait pas trop dans quelle direction on va. En fait, être vague, ça veut tout dire et rien dire. Donc en fait, tu as une information, mais tu sais pas comment la traiter, quoi. C'est ça qui était particulier, en fait, dans toutes les annonces qui nous avaient été faites. Après, sans la défendre, elle a eu raison de rester vague. Tout à fait. Ah non, mais moi je trouve qu'avec le recul... Quand on voit vraiment les cas atypiques, finalement, on peut vraiment pas se dire oui, ça sera comme ça. Non, avec le recul, nous on est très contents du suivi avec le docteur Dabili, mais franchement, sur le coup, c'est vrai que c'est dur. Et puis moi, je me rappelle, il nous avait dit... Et puis le couple, il va falloir être fort. Et sur le coup, je me suis dit, mais elle est folle ou quoi? Pourquoi elle nous dit ça? Sur le coup, moi, j'avais pas compris. Mais bon, après, oui. Et du coup, donc la remise en continuité arrive. Donc on vous parle d'un abaissement, d'une remise en continuité, si je me trompe pas. On vous dit qu'on va retirer donc la partie malade de l'intestin atteint. Vous savez le nombre de centimètres qui est atteint ou pas à ce moment-là? Alors nous, on sait que c'est une version courte, mais dû à la péritonite, ça avait été... endommagé un peu. Ils avaient dû enlever un petit peu plus. Après, je pense que peut-être on a dû nous le dire, mais notre cerveau, en fait, il n'a pas traité l'information et on était focalisé sur toute autre chose. Ouais. Nous, on était focus sur la stomie et elle nous avait dit à un moment donné, oui, je vous préviens, si c'est trop touchy, parce que apparemment l'opération de Diego était un peu compliquée du fait qu'il avait perforé tout ça. Peut-être, en gros, je ferai l'abaissement, mais je lui laisserai la stomie. Et du coup, là, nous, c'était pas possible. Genre, c'était pas envisageable. Le jour où on est arrivé, elle nous a dit, bon, ben, on verra comment ça se passe. Et je me vois lui répondre, ah non, mais en fait, il revient sans. Et moi, j'ai pas pris de poche. Donc, elle était là en mode un peu... Oui. Bah, nous, on en a, madame, si vous voulez. Oui, enfin, on va voir. Nous, on en a des poches. Hein. Non, nous, en fait, on est très, très focus là-dessus parce que à ce moment-là, on croyait que c'était la stomie qui faisait tout, et ce qui est pas vrai, hein. Mais on avait envie de s'enlever ça. Et en fait, avec le recul, c'était... En fait, comme tu dis, on s'était focalisé sur la stomie. Et du coup, quand il a eu la continuité, c'est là où on est rentré dans le vif du sujet, en fait. Et ça a été les fameux jusqu'aux 12 mois, où en fait, on a vu ce que pouvaient donner des selles sur Diego et surtout aussi sur l'état de ses fesses qui étaient plus qu'entamés. Il était des fois complètement à vif,
des fois au sang. Ça se terminait sur le soin, c'était une douche systématique parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Donc là, sur les fesses, hein, les érythèmes fessiers vraiment vifs. Donc on était partis en mode trop bien de l'hôpital en se disant ça y est, il n'y a plus de poche. Et en fait, on a eu ce chapitre-là qui est arrivé juste derrière où là, par contre, ça a été très, très, très Ah, dur. vous avez regretté la poche là. Je pense À un moment donné, un peu. Et ça a été compliqué parce qu'en plus, Diego, il était avec des fesses très abîmées. Ouais. Il y a eu le moment aussi où Maëlys, elle aussi a repris le travail, où il a fallu aussi tout expliquer à la crèche. Et voire même, c'était un petit peu déchirant de se dire, en fait, Diego, il est en difficulté et en fait, on le confie à des gens pendant que nous, on va au travail. Ça perdait tout son sens, en fait, de travailler pour subvenir aux besoins de la famille, alors que en fait, la famille, elle est à la maison ou à la crèche pour le coup, et on n'était pas forcément là pour lui. Donc ça a été une période un peu complexe et compliquée parce qu'il souffrait, le pauvre. Et ouais, mais là je vois que en plus tu t'en mords les doigts aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, c'est normal qu'on ait besoin aussi d'avoir une vie active, que ce soit papa ou maman. Et comme je dis souvent, dans 10 ans, quand il va te demander l'iPhone, tu seras bien content d'avoir travaillé à ce moment-là. Hein, non, et puis, moi, je prends mon cas. J'aurais pu me mettre en congé parental. J'avais besoin. La grossesse et puis tous les événements. Ces premiers mois, j'avais besoin de repartir. Et par contre, Jérém, il a pris 80%. D'accord, donc il a été l'homme moderne de la situation. Et bravo, Jérémy. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il fasse ça. Parce qu'il en avait besoin aussi, et du coup, c'est cool qu'il l'ait fait. Oui, parce que du coup, à contrario, c'est très bien, parce que finalement, toi, tu as eu ton congé mater, etc. Comme toi, tu as eu que tes 14 jours après, quand vous êtes rentrés à la maison, finalement, que tu prennes un 80%, ça a permis aussi, je pense, à ce que tu profites de ton fils. Ouais, c'est clair. Ouais. En fait, j'avais profité du mercredi des enfants pour rester avec eux. Et c'est vrai, c'était devenu un rituel. Et du coup, les enfants avaient pris l'habitude. On allait souvent faire des petits trucs à gauche, à droite. On s'occupait, on s'amusait. Donc ouais, ça a été des moments super importants. Des fois même, je regrette un peu de l'avoir arrêté. Mais bon, peut-être que je vais me réchauffer, je sais pas. Mais non. non. Moi, je suis toujours resté sur 2. Donc... on tente pas un 3e. Et donc ça a été un moment privilégié, ça a duré toute une année. J'ai pu passer du temps avec eux et c'était du temps qualitatif. Mais ça, c'est bravo à toi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tous les papas qui le font, donc franchement, très très bien. Donc là, il y a eu la remise en continuité, donc je reviens là-dessus, parce qu'on était un peu parti sur tous les sujets. Il sort, donc il y a les érythèmes fessiers, on vous apprend effectivement donc, que c'est une forme courte, donc il y a certainement le 26 cm qui est passé quelque part, puisque vous le savez. Il était par là. Mais en tout cas, voilà. Vous restez combien de temps en post-op, à peu près ? Une semaine. Une semaine à l'hôpital, à Pau ? Une semaine, et oui, là aussi, c'est pas facile, parce que nous, on était habitués à l'AREA, où c'est un monde à part et très cocooning, je trouve, et les gens sont vraiment merveilleux. Et là, on est en pédiatrie. Et là, franchement, honnêtement, moi, en tout cas, c'est à partir de là que j'ai plus supporté l'hôpital, je pense. Non, mais vraiment, le séjour en pédiatrie post-op, là, moi, je l'ai très mal vécu. Je trouvais qu'on était trop laissés livrer à nous-mêmes, qu'on prenait pas en considération les besoins et les douleurs de Diego. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, je pense que j'étais fatiguée. Et c'était long. Une semaine, c'était super long. Puis après, au final, pour partir un petit peu, pas sans rien, sans conseil, mais si quand même, quoi. En gros, vous verrez. On verra ce que ça donne, quoi. Ouais, je l'ai pas super bien vécu. Et toi, tu l'as mieux vécu, Jérémy, du coup ? Alors, mieux vécu, oui et non. En fait, le problème, c'est la pédiatrie. Bon, c'est bien sûr, comme tu viens de le dire, c'est beaucoup moins personnalisé. Hein. La réanimation, c'est, comme elle a dit à Maëlys, très très cocooning, très spécifique et très bien encadré. Après, non, moi j'étais dans de la gestion et du coup, voilà, il fallait... Toujours la gestion. Ouais. Jérémy, c'est le gestionnaire de la c'est pas tant ça, c'est qu'en fait j'étais objectif. J'étais objectif et à mon esprit, propose, en fait, il voulait un début et l'objectif c'était sortir à chaque fois de ces impasses. Et donc voilà, j'ai resté focus sur les objectifs. C'est peut-être un petit peu ce qui m'a donné la capacité en fait de tenir. C'est vrai que il y avait cette phase où Maëlys, elle était devenue complètement réticente à l'hôpital. Et là encore une fois, en fait, j'ai pris les choses en main et ça me dérangeait pas de passer du temps avec Diego
Et je comprenais aussi qu'elle avait besoin de respirer, elle avait vécu aussi beaucoup de choses, et puis t'es une personne de très sensible, et donc en fait, bon voilà, elle avait les curseurs qui étaient au max, donc voilà, je prenais les choses en main, et puis je passais du temps s'il fallait, et voilà, il fallait gérer, quoi. Et t'as bien raison. Et donc après, une semaine, donc retour à la maison, et là on va parler de leur étape fessier. Le fameux. Le fameux qui arrive. Le fameux. Donc est-ce que déjà, on vous avait parlé d'une solution à mettre avant l'opération? Ah non. Non. Ah non. Ok, Avant, pas du tout. d'accord. Parce que nous, on nous avait, alors vous l'écouterez dans le podcast de Florie et Damien, mais on nous avait parlé d'une solution qui n'a absolument pas marché pour nous, hein, mais j'en fais part quand même. C'est à base de poudre de châtaigne. Ah. Je crois que c'est ça, c'est de l'écorce de châtaigne, hein, c'est ça? Écorce de chêne. Ouais, c'est ça. Je demande à papa en même temps. C'était de l'écorce de chêne à préparer. T'étais censé la mettre sur les fesses. Ça fait comme un fil. Ouais, pour préparer le fessier. Ok. Voilà. Et à côté de ça, tu prenais des sels dans la stomie, tu mettais sur les fesses pour commencer vraiment à bien préparer le fesse. Mais nous, ça n'a pas marché. je pense qu'on était sur quelque chose de très sensiblement pareil que vous. Ah non. Et ça a été très compliqué. Mais ouais. Apparemment, ça peut fonctionner. Enfin, on a entendu des familles avec qui ça a fonctionné, d'autres ça ne fonctionne pas. Bon, voilà. Encore une fois, tout dépend des enfants, quoi. C'est ça, exactement. Donc vous rentrez à la maison vers le début avril, c'est ça? Ouais, fin mars. Ouais, fin mars. Ouais. Fin mars, ok. Et non, ben là on apprend. Enfin, alors nous pour le coup, Diego, il faisait limite. Alors c'était, désolée pour les détails, c'était limite. Enfin c'était liquide, peut-être un peu granuleux, mais liquide. Et c'était quasiment en continu, quoi. Il faisait caca presque en continu. Ça arrêtait quasiment jamais. Et bon, à ce moment-là, j'étais encore en congé mat, vu que j'avais accouché 5 semaines avant. Tu vois, c'était un peu plus. Ça a eu au moins ce bénéfice-là. Je le laissais beaucoup les fesses à l'air, mais là aussi c'était une gestion. Laisse tomber, j'achetais les trucs à langer, là, les carrés. Ouais, les absorbex. Ouais, pour le mettre dessus, parce que comme il faisait caca en continu, en fait, tu pouvais pas le laisser non plus se trimballer comme il voulait. Mais du coup, j'ai fait beaucoup ça. Et après, je pense que, sans mentir, sur un mois, franchement, on aurait dû faire le décompte de combien on a laissé en argent sur toutes les crèmes. Je crois qu'on a tout testé. Parce que tu avais tout le temps quelqu'un qui te disait non mais ça... Et c'est quoi qui a fonctionné sur Diego alors? L'argile verte. Ouais, le cataplasme. Franchement, nous c'est pareil. Si on avait su depuis le début. N'importe laquelle, hein, parce qu'on avait essayé certaines argiles. On a vu Diego commencer à... Nous c'était vraiment la fine poudre. Hein. Fallait que ça soit vraiment la poudre que tu mets en cataplasme. Si on prenait les dragées, vous savez les gros dragées, là c'était nul. Alors nous on la prenait déjà prête à l'emploi, donc faite en tube. Ah oui, nous ça marchait pas ça. La marque Argilette. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà, parce qu'en fait un jour on n'en avait plus en stock, on commandait en gros, tu sais, pour avoir des réductions sur des sites, bon bref. Et un jour on n'en avait plus, on est allé à la pharmacie en bas, on a pris Argile verte quoi. Et en fait quand on lui a mis, il s'est mis à hurler, et en fait on a regardé la composition, il y avait de l'alcool dedans. Donc dommage. Pour lui, le pauvre, on s'est excusé. Hein. La vache. Et donc du coup, cataplasme d'argile, ça fonctionne. Ouais. Il a quand même le transit qui reprend plutôt correctement. Non, Diego, ça a été très long avant que ça se... Là, il a 5 ans, du coup. Là, il a presque 5 ans. Et ouais. Ça va dépendre des journées. Là, hier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas fait de la journée. Il n'a eu aucune trace non plus. Et autant demain, ça va être 5 fois, quoi. Bon, on va dire qu'on est arrivé sur quand tous les feux sont ouverts. Quelque chose de gérable, quoi. Quelque chose de gérable, mais on est quand même encore à 3-4 selles par jour. Ok. Voilà. Mais aux toilettes, moulé, enfin, il a plus d'érythème fessier. Nous, maintenant, on est sur la phase d'apprentissage de la propreté, avec toutes ces questions qui viennent de savoir est-ce que c'est la maladie, est-ce que c'est la maturité qui fait qu'il y a encore des accidents et des traces notamment. Voilà, on est là-dessus, mais ce qui est bien, c'est que je trouve que l'être humain se fait à tout. Et du coup, là, maintenant, quand on regarde dans le rétro, on se dit, ah, quand même, franchement, on a fait du bon chemin. Enfin, il a fait un bon chemin. Vous avez fait un bon chemin, oui. Donc, voilà, on attend de voir ce que la suite nous réserve. Et donc, là, on va dire que vous êtes rentrés parce que vous avez eu l'année compliquée, ouais. Vous vous êtes retrouvés, vous avez pu discuter quand même, vous, en tant que couple. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à vous dire, ok, ça va plus, là, les gars?
Oh ben alors c'est très simple, c'est terminé. Ah oui, c'était oui, oui. En fait, alors Diego, il a eu donc ses soucis bien sûr de fête et tout ça, mais en fait pendant toute l'année, je pense qu'il était immunodéprimé un petit peu. Enfin, il avait plus de défense immunitaire, donc il a enchaîné toutes les voilà, il y a eu c'était quoi la bronchiolite où il est reparti en réa. Ouais. Bronchiolite, après il y a eu une gastro qui est allée trop loin. Enfin bon bref. Donc on a fait 2-3 hospices, je pense, en 8 mois. Bon franchement, c'était oui, moi franchement, j'avais développé une aversion pour le milieu hospitalier. Non, mais c'était. Alors que franchement, je pense que j'avais vraiment beaucoup confiance en eux. Et en fait, cette maladie. T'étais déçue? Ah ouais, cette maladie, en fait, j'ai été déçue parce qu'en fait, je ne nous ai pas senti écoutés. Pris en considération tu vois, des réflexions comme vous n'allez pas pouvoir venir à chaque fois. En fait, on est, Oui, c'est dur quoi. Oui, oui. Moi, C'est je leur dur, dis, on est fatigué, donc. Mais t'as raison. Et puis. Enfin, là, faut pas que tu te remettes la faute sur toi. Non, hein, non, je me attention, remets pas la hein. faute sur moi, mais c'est vrai que moi, comme disait Jérém, je suis plutôt sensible et je suis plutôt, tu sais, très polie, le respect de chacun. Et en fait, là, franchement, à la fin, certaines, j'avais envie de leur décrocher la mâchoire, quoi. Donc. Non, mais je suis un peu marseillaise. Oui, mais après, oui, non, mais on s'entend parler quand c'est comme ça, même si on ferait pas de mal à une ne prenez mouche. pas ça au pied de la lettre. C'est juste que oui, non, Pour mais expliquer aux gens que je suis un peu. Oui, oui, non, mais après c'est l'impulsivité, l'hypersensibilité mélangée à de l'impulsivité, voilà. Mais donc du coup, après ces quelques hospices et tout, il y a qui est-ce qui a dit c'est fini? En fait, ça n'allait pas. Ouais, Entre vous deux, là, ouais, c'était. Ça allait pas. Et puis je me vois, on était dans la salle à manger. Et puis c'était le clash de trop pour une raison plutôt banale. En plus, je me rappelle plus exactement ce que c'était. Puis ça s'est soldé sur c'est terminé. Elle me dit c'est terminé aussi. Donc voilà, c'était terminé. Ah, c'est pas vrai, c'est moi qui dis en premier. Bon, on va pas faire un concours avec ça. Mais du coup, bon, les choses se tassaient un peu, les heures défilent. Et puis je me dis que c'est quand même dommage. Hein. Je me dis en fait, quand tu te dis dans ta tête c'est dommage, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est pas terminé en fait. Et donc, en fait, on a entrepris d'aller voir une thérapeute de couple. Et puis, en fait, on a réussi à s'extirper des bas-fonds dans lesquels on s'était retrouvés pour remarcher main dans la main. Et ça a été un moment vraiment de plaisir parce que c'était aussi une victoire pour nous. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça et le fait qu'aujourd'hui... Vous m'en mettez des frissons, les gars. Et le fait est qu'on soit encore 13 ans après encore ensemble, c'est... 13 ouais, ça commence à faire. Ah ouais, hein? Mais du coup, c'est génial. Hein. Bah franchement, bravo à vous. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur Diego, Sacha? D'ailleurs, parlez-moi un peu de Sacha aussi, parce qu'on l'a un peu oublié. On a parlé surtout de Diego, des chaotiques, etc. Sacha, du coup, elle grandit avec cette maladie, finalement, elle aussi. Hein. C'est comme ça qu'elle apprend à être rythmée, avec des parents plutôt tendus. Des papiers et mamies omni un peu présents pour elle, quand même. Du coup, comment ça se passe pour elle, Sacha, on a essayé de faire au mieux, voilà, toujours pour la préserver. Et en fait, je pense que c'est pendant la thérapie, non, qu'on s'en est rendu compte qu'en fait, Sacha, elle avait morflé aussi. Peut-être pas directement, mais indirectement. Alors, par nous, effectivement, des parents tendus, fatigués. Et puis, au final, oui, on était très focalisés Diego, en fait. Même si, voilà, on sait toujours, Sacha, c'est une petite fille. Même si c'était pas voulu, en fait. Non, et puis voilà, c'est une petite fille qui est. En fait, si. Elle comprenait, je trouve. Elle avait une phase d'elle qui comprenait. Alors, elle était très très petite encore à ce moment-là, mais elle avait cette forme de maturité aussi de se placer où il fallait, à bonne distance. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on s'en est rendu compte quand même relativement assez vite hein, qu'il fallait la préserver et surtout être au contact aussi avec elle, parce qu'elle fait partie de la famille. Et du coup, non, je trouve qu'elle avait cette forme de maturité, elle était à bonne distance et on a su aussi faire ce qu'il fallait aussi pour lui faire comprendre aussi que Diego était malade, que c'était pas une fatalité, qu'on allait tous trouver nos marques et voilà quoi. Ça s'est plutôt bien passé quand même par la suite. En fait, là où on s'en est vraiment rendu compte, ça a été quand Diego est rentré à l'école. En fait, ils ont eu une année où ils étaient en commun. Tu sais, lui rentrait en petite section et elle rentrait en grande section. Et en fait, c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que Sacha, en fait, elle n'avait pas le rôle qu'il fallait parce que même les maîtresses nous l'ont fait remarquer et du coup, il a fallu qu'on
recalibre certaines choses. En fait, Sacha jouait notre rôle à nous quand à l'école. Elle jouait le rôle de la maman, donc elle allait tout le temps voir son frère. Elle allait tout le temps voir s'il avait besoin d'aide pour aller aux toilettes, s'il avait besoin d'aide pour l'échange, pour ci, pour ça. Enfin, elle était omniprésente, mais du coup, elle passait à côté de son rôle de petite fille. Oui, mais trop. Et elles avaient raison, les maîtresses, c'est elles qui m'ont fait remarquer. Et c'est vrai, Sacha, c'est aussi une petite fille. Elle avait que 5 ans. Et elle était déjà responsabilisée sur beaucoup de choses. À l'école, ils ont été super. Ils se sont arrangés pour qu'ils prennent, tu sais, il y a deux phases pour prendre les récrés. Et donc, elle les décalait pour pas que Sacha empiète trop sur la vie de Diego. Et puis à la maison aussi, on a remis en place certaines choses parce que, c'est pas son rôle et on lui fait comprendre que c'est très bien qu'elle soit là pour son frère, mais c'est nous le papa et la maman et qu'elle, il faut qu'elle profite aussi de sa vie de petite fille. Et après, on leur a jamais rien caché, que ce soit Diego comme Sacha. On met des mots sur la maladie, le nom de la maladie qu'ils connaissent. Voilà. C'est pas un tabou. Non, c'est pas un tabou. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ce qui peut paraître bizarre à certains enfants, quand Diego, par exemple, va à l'école, il a un protège-slip, du coup, pour éviter les échanges répétitifs, pour pas souiller le caleçon. Franchement, aujourd'hui, si tu veux, moi, mes enfants, c'est genre normal de se balader, de sortir des toilettes avec un protège-slip et dire « Tu peux m'aider, maman, à mettre mon fils qui vient me voir ?» Bon, ça, c'est pas... Voilà, c'est notre normalité à nous, quoi. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, Diego, donc franchement, merci Sacha, merci à toi quand tu nous écouteras. Merci d'être cette grande sœur modèle. Tu es parfaite. Diego, là, aujourd'hui, donc on le disait, presque 5 ans, donc il est rentré à l'école, lui, l'année dernière. Hein, c'est sa 2e année, là, il est en troisième. Il est un peu en grande, là. Là, il est en grande section. Ouais. En même temps, c'est un grand garçon. Ouais. Donc là, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, sur toute la scolarité, là, depuis le début, ça se passe plutôt bien sur les 3 dernières années. Vous avez des choses à faire remonter pour nos parents ou Oui, de ne pas lâcher. Non, alors nous, on a été bien conseillés dans le sens où... Bon, alors, ce qui nous a beaucoup aidé, hein, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais nous, la chose qui a fait qu'on s'est senti moins seul, c'est le groupe, c'est l'asso. Rire et tapage, voilà, le groupe Facebook. Moi, ça m'a beaucoup aidé les premiers temps pour voir c'était quoi cette maladie, ça pouvait se traduire comment. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, je me rappelle quand tu avais acheté le livre, on l'avait dévoré justement pour avoir des témoignages. Donc je trouve que c'est... Et d'ailleurs, vous en pensez quoi de ce podcast alors ? Justement, c'est génial, c'est super. Ça reprend le livre. Non, mais c'est super. C'est super, c'est génial et d'avoir un maximum de témoignages parce que dans le livre, c'était quand même des enfants qui étaient quand même assez... avec des formes assez graves ou des problèmes. Du coup, nous, on s'y retrouvait pas vraiment. Donc je trouve que c'est chouette. Et puis... Nous, ce qui nous a fait du bien aussi, c'est rencontrer Florie, qui est maman aujourd'hui et qui elle-même a la maladie. Et ça, c'est génial de se rendre compte que pour elle, c'est une maladie. C'est une banalité, quoi. Et plus Diego grandit, plus on se rend compte que c'est sa normalité. En fait, lui, pour lui... C'est-à-dire c'est ce que Florie dit souvent, d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils sont nés avec cette maladie. C'est clair. Ils savent pas ce que c'est d'avoir tout un côlon. Donc en fait, finalement, c'est une banalité. Et elle a raison quand elle le dit très bien. D'ailleurs, c'est qu'il va falloir qu'on se parle. mais vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose de réel. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les enfants, quand on regarde son plus grand, Timothée, c'est pareil. Je veux dire, c'est vrai, à partir du moment où tu vis avec, quoi. Nous, c'est parce qu'on sait que, on n'a jamais vécu sans côlon. Donc pour nous, c'est beaucoup plus grave, mais bon. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que Diego, il est né comme ça, donc c'est vrai qu'il a peut-être une autre vision que la nôtre, qui nous considérons un ressenti différent, sans problème digestif. Quoi. Donc c'est vrai que moi, je lui fais beaucoup confiance à Diego sur la gestion de sa maladie, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on essaie toujours d'extrapoler quelque chose, mais lui, c'est le premier aussi à le vivre, donc je lui fais confiance. Jusqu'à présent, il gère plutôt très bien. Et puis en fait, je pense que c'est le fait à moi, en fait, de faire confiance. Puis surtout d'écouter, en fait, en tant que parent. Et après, avec les professionnels de l'éducation nationale, par exemple ? Alors, on a eu en petite section avec Diego, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il est tombé sur une maîtresse qui était assez frontale, et Diego, en fait, qui
n'est pas dans cette dynamique-là. Si on est frontal avec lui, en fait, on n'en tirera rien. Donc, il a eu une première année compliquée qui a remis beaucoup de choses en question de notre côté, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir l'accueillir correctement. Après, par la suite, les années ont déroulé et on a été un petit peu mieux préparés. On préparait mieux la maîtresse, la directrice. Et du coup, ça s'est quand même amélioré. Ouais. Je me permets de compléter parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément les mêmes ressentis. La première année a été très compliquée avec la maîtresse qui, bon, il y avait le point de vue de comment j'enseigne aux enfants. Bon, ça, c'est une chose. Mais en fait, il y a aussi eu la gestion de la maladie. En fait, parce qu'elle mettait un point d'honneur à ce que Diego ne soit pas, comment elle disait, stigmatisé. Elle voulait tellement qu'il soit pas stigmatisé qu'en fait, elle niait la maladie. Et du coup, c'était complètement contre-productif parce qu'en fait, il a des besoins. Ses besoins, ils sont réels. Il faut qu'il puisse aller aux toilettes dès qu'il a besoin, envie. Même en petite section, fallait plus le pousser à y aller, voilà. Et non, en fait, elle voulait rien entendre. Et en plus, elle était frontale avec Diego. Nous, elle était pas non plus très agréable avec nous. Donc, ça a été très compliqué. Et Diego, la première année de petite section... ouais, tous les matins, quand tu laisses ton enfant qu'il a pas envie de rentrer dans la classe, alors il pleurait pas. Diego, il va pas montrer. C'est un caillou. Mais si Diego, il a pas envie de rentrer dans une classe, c'est pour une raison. Enfin voilà, il adore l'école, donc. Oui. Là, c'était vraiment la prof, ouais. La maîtresse qui n'était pas compatible avec avec lui. Quoi. Et en fait, ce qui était très rageant aussi, c'est qu'avant de rentrer à l'école en petite section, pendant l'été, il est devenu propre. Et quand on l'a amené, mais bon, il fallait être derrière quand même, mais il était propre, il était en caleçon. Et du coup, ça avait contribué, il est tombé, son érythème fessier, enfin, c'était génial, il avait plus rien. Et en fait, elle nous a obligés à remettre la couche. En disant, oui, mais moi, là, au moins pour 15 jours, le temps que je prenne la classe, vous lui remettez une couche. Et donc, en fait, on lui a remis, mais il n'a pas compris. Et donc, on a passé une année à galérer. Ouais. Il a eu des problèmes au niveau des fesses. Alors, pour eux, c'était plus facile qu'il ait la couche. Je comprends, hein, j'entends. Mais en fait, je pense que c'est là aussi où on l'a un peu perdu. Le pauvre, à la maison, il n'avait pas de couche. À l'école, il avait des couches. Ouais. Pendant les vacances, il n'avait pas de couche. Il redevenait propre. Il rentrait à l'école, il se refaisait... Enfin, ouais, non, c'est pas... Ça a été, je pense, pour lui comme pour nous, une très mauvaise année. Et ça a fini qu'à la fin, il y a eu des courriers parce qu'on n'en pouvait plus, on n'était pas écoutés. Diego n'était pas considéré. Et finalement, ça a abouti comment sur l'année qui a suivi après ? Et après, ça a été... il a changé de maîtresse. J'ai fait le petit leaflet. Ah oui, donc du coup, oui, parlons-en. En fait, c'est de là qu'il Maëlys, c'est Maëlys. Donc, c'est grâce à elle que vous voyez... le petit mode d'emploi. Petit flyers. Et ouais. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous, on met en place de notre côté pour que ça se repasse pas comme ça, sans non plus faire des réunions interminables. Et du coup, j'ai eu l'idée de ce petit... c'est mon travail, j'en fais beaucoup des trucs comme ça, donc de la communication, et du coup voilà, j'ai eu l'idée de faire ce petit leaflet pour avoir un petit guide pratique du Diego, quoi. Ça marche. Ouais, écoute, on est très content de l'avoir, voilà. En soi, c'est plutôt cool. Donc là aujourd'hui, allez, ça va être presque le mot de la fin, j'ai envie de vous dire. Je ne veux pas non plus vous retenir sous ce cagnard indéfiniment. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux autres familles, et surtout aussi ce qu'on pourrait souhaiter sur le futur de Diego? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bonne question. On commence par qui? Les familles ou Diego? Les familles. Allez. D'être bien entouré, d'être écouté. Moi, je pense que c'est le plus important. Être entouré, écouté. Et puis tout le meilleur pour les enfants, bien sûr, et les adultes. Que le meilleur gagne. Ouais, et ne pas hésiter à parler, comme tu viens de le dire, d'avoir des oreilles attentives autour de nous. Et surtout essayer de créer des ancrages ou avoir des personnes sur qui on peut parler et qui nous offrent l'attention dans des moments de difficulté. Ouais. Ben oui, je pense que c'est super important. Et puis, je pense que vous avez été là, le premier podcast à parler. Vous avez été vraiment l'image parfaite, finalement, pour dire qu'on peut toujours se reconstruire derrière. Pas culpabiliser. Suffit de s'écouter, de discuter, et la communication, effectivement, c'est important. Et je pense que là, pour le coup, vous êtes la couverture parfaite. Là, quand on écoute cette histoire, là, je pense que voilà, ça peut que donner de l'espoir. Et pour Diego, on lui souhaite quoi pour la suite, cette rentrée au CP l'année prochaine, rentrer chez les grands? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Moi, je vais être plus globale. Pour Diego, je lui souhaite d'être heureux et d'avoir une belle vie. Qu'il fasse ce qu'il veut.
voilà, qu'il soit heureux et qu'il ait une belle vie. Tu es émue à chaque fois moi que je tu suis. parles de tout ça. Non, après, comme je l'ai dit, Diego, je lui fais entièrement confiance. Et de toute façon, il pourra toujours s'épauler sur papa et sur les parents surtout. Et il n'y a pas de raison que la vie soit difficile pour lui. Il faut qu'il s'écoute, il est bien entouré. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il avance comme tout le monde. Et on fait un gros bisou à Sacha aussi. Ouais. Et puis je vous remercie beaucoup Maëlys, merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. C'est pas sans émotion cet épisode, mais en tout cas on va l'écouter avec toute l'attention possible et merci à vous encore une fois. Merci. Gros bisous. À travers les mots de Maëlys et Jérémy, on comprend que la maladie de Diego n'a pas seulement bouleversé leur quotidien, elle a aussi transformé leur regard sur la vie. Ils ont appris à aimer différemment, à se soutenir autrement, à puiser la force là où il n'y en avait plus. Malgré les nuits d'angoisse, les hôpitaux, les disputes et les larmes, il reste surtout un amour immense, celui d'une famille soudée qui refuse de se laisser définir par la maladie. Et au cœur de tout cela, il y a Diego, ce petit garçon plein de courage, de lumière et de rire, qui leur rappelle chaque jour que la vie continue, même cabossée, même fragile. Une leçon de résilience, de tendresse et d'espoir, parce que derrière chaque diagnostic, il y a des visages, des cœurs qui battent et des familles qui avancent, ensemble. Dans notre prochain épisode, nous aurons l'honneur d'accueillir le professeur Bonnard, chirurgien pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris, qui a accepté de répondre à nos questions sur les aspects chirurgicaux de la maladie de Hirschsprung. Si vous souhaitez lui poser une question ou aborder un point particulier, écrivez-nous dès maintenant sur nos réseaux sociaux ou via la page contact du podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. C'est la meilleure façon de faire connaître la maladie et de soutenir notre projet. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Petit Hirschsprung deviendra grand. Petit Hirschsprung deviendra grand.